Bonjour à tous, bienvenue sur TV5 Monde pour Face au territoire. Vous en avez l'habitude maintenant chaque jeudi et puis en direct aussi, en live comme on dit sur westfrance.fr, sur nicematin.com et sur franceantilles.fr avec le léger décalage horaire dû au fuseau horaire. Aujourd'hui, ce matin, mon invité, en ce 11 novembre, c'est Manuel Valls. Bonjour, merci Monsieur le Premier ministre d'être avec nous sur ce plateau. L'allocution télévisée du président de la République, mardi soir, le chef de l'État a annoncé des mesures sanitaires, mais aussi beaucoup défendu son bilan. Est-ce que vous trouvez, comme il l'a dit, que la situation s'améliore vraiment en France, vous? Il y a un effet rebond incontestable. Pourquoi le nier après la chute de la croissance et de l'activité économique dans des conditions uniques que nous n'avions jamais connues, et en plus au niveau planétaire dû à la crise sanitaire, il y a un rebond, et ce rebond est spectaculaire parce que notre économie a été soutenue évidemment par l'investissement public que nous n'avions jamais connu, et évidemment aussi progressivement par les fonds européens. Donc il y a une situation qui, en termes de croissance et d'emploi, s'est améliorée. Mais vous trouvez que c'est la perception qu'en ont les gens vraiment? Je pense que c'est très contrasté, mais que le sentiment d'inégalité sociale, territoriale, le sentiment d'injustice, le sentiment de ne pas profiter suffisamment de ce retour de la croissance, sentiment de précarité au niveau de l'emploi qui concerne des territoires, mais aussi couches populaires et les classes moyennes, ce sentiment est encore profond, ce qui explique une forme d'insatisfaction, d'anxiété, de peur et aussi de colère dans notre pays. Le problème du pouvoir d'achat est suffisamment pris en compte. Vous travaillez sur un média concurrent, une radio, le matin, où les questions de pouvoir d'achat sont sans arrêt. Les questions des auditeurs, les gens qui se lèvent tôt le matin, la France qui travaille tôt, comme disait un de vos prédécesseurs, Jean-Pierre Raffarin. Est-ce que vous trouvez que c'est suffisamment pris en compte dans la perception qu'a le président de la République des choses? Je crois par le gouvernement et par le président de la République, oui, d'où les mesures... Par exemple, dans le domaine de l'énergie, de la prime emploi, après la crise, la prime d'activité, pardon, après la crise des gilets jaunes. Mais il y a incontestablement, en plus, avec le retour de l'inflation, qui risque d'être durable, parce qu'il y a une pénurie de matières premières, il y a une pénurie de main-d'œuvre, ce qui explique l'augmentation des prix et donc de la vie chère, parce que c'est ainsi qu'il faut traduire l'inflation. Il y a un problème de salaire dans le pays, et notamment dans les bas salaires, de tous ceux qui gagnent en dessous de 2000 euros. Et ça, c'est un sujet qui doit être traité par les entreprises, par le secteur privé, dans des négociations centrales, dans une conférence sociale ou par branche. Mais il y a un sujet salaire, et ce sujet va monter parce que, et notamment dans les grandes agglomérations, mais pas seulement, les gens n'y arrivent plus entre l'augmentation du prix du gaz, de l'électricité, du fioul, ils n'y arrivent plus. Et on sent des situations qui ne concernent pas les plus pauvres, mais ces classes moyennes qui n'arrivent plus à boucler les fins de mois, et pour les questions de santé, de transport, de logement, pour se nourrir, c'est parfois un vrai drame pour les familles. Une polémique qui a monté depuis l'intervention du président de la République mardi. C'est un président qui a placé des annonces sanitaires lors de cette allocution et qui termine, au fond, sur une forme de meeting favorable à son bilan. Vous l'avez entendu. Est-ce qu'il n'y a pas un mélange des genres aujourd'hui qui est moins acceptable que ça n'était précédemment? Oui, bien sûr, mais c'est inévitable. Le président de la République sent bien que la campagne présidentielle a commencé. Lui-même ne se déclare pas, mais on voit bien qu'il est en train de préparer ce moment. Et puis comme tout est concentré, c'est vrai pour les candidats, c'est vrai pour le président de la République sortant, autour de la figure du chef de l'État, du président de la République qui décide, en tout cas qui déciderait de tout. Donc il y a une attente forte, et lui-même cherche à être dans ce débat public, à occuper l'espace, comme on dit. Et il n'utilise pas les moyens de l'État, au fond, pour être candidat avant la lettre. J'ai l'impression que ça n'est pas tout à fait le premier. Il occupe cet espace. Ce qui moi, me marque, c'est que
je ne sens pas cette réflexion non plus parmi ceux qui, demain, veulent concourir à cette élection. Il y a une forme de solitude, non? Comme si le chef de l'État, le président de la République, je ne parle pas seulement d'Emmanuel Macron, était seul face au peuple. Et moi, j'y vois, dans la situation politique d'aujourd'hui, où il n'y a plus de grands partis, où les corps intermédiaires sont très affaiblis, où il y a de la colère, où il y a du populisme, où il y a du dégagisme, comme on dit, je vois des dangers pour notre démocratie. Je sens que la manière dont il faudrait gouverner le pays, la manière dont il faudrait bâtir des grandes coalitions, ces sujets-là ne sont pas assez présents dans le débat public. C'est Manuel Valls, en ce 11 novembre, ancien Premier ministre et notre invité politique dans Face au territoire. Vous ne serez pas candidat à l'élection présidentielle, Manuel Valls, c'est sûr? Je crois pas, non, c'est sûr, bien évidemment. Voilà, dans un instant, on démarre cette première partie territoire avec la présence sur ce plateau de Stéphane Vernet de Ouest France. Bonjour Stéphane Vernet, Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes rédacteur en chef délégué du premier quotidien francophone du monde. Merci d'être présent sur ce plateau. Dans un instant, nous allons questionner ensemble Manuel Valls, mais tout de suite François-Xavier Lefranc, le rédacteur en chef de Ouest France, a une question à poser à Manuel Valls. On l'écoute, ce sont des images de Laure Sobad. Manuel Valls, bonjour. L'hôpital français ne va pas bien, l'hôpital est en crise. L'hôpital manque de moyens, manque de postes, manque de médecins et ces jours-ci, beaucoup de services d'urgence sont sous pression maximum. Alors évidemment, nous vivons une crise sanitaire exceptionnelle, mais nous manquons de médecins en France et depuis 10 ans, depuis 20 ans, depuis 30 ans, on nous dit que ce problème ne peut pas se régler facilement parce que pour former un médecin, il faut 10 ans. Seulement, ça fait bientôt 30 ans qu'on nous dit ça. Donc, comment fait-on aujourd'hui? Quelles sont vos propositions pour l'hôpital, sachant que sur l'ensemble des territoires français, ce sujet-là est vraiment un sujet de préoccupation majeure? Oui, c'est un sujet de préoccupation majeur, parce que si l'hôpital public, si l'ensemble des personnels de santé ont été formidables en première ligne face à la crise sanitaire, face au Covid, il y a une fatigue, et tous les sujets d'avant qui n'ont pas été suffisamment traités, il faut y prendre tous notre part collective. Il faut se rappeler qu'il y a seulement quelques années, nous vivions, et ça a été mon cas comme Premier ministre, sous la pression des déficits publics, enfin du niveau de déficit public. Je ne parle pas de la pression seulement de la Commission européenne ou de ceux qui surveillaient les comptes de la France, mais y compris de la part de l'opinion publique. Un candidat comme François Bayrou, en 2007 notamment, avait porté sa campagne sur le fait que nos déficits publics ou sociaux, donc la situation de nos hôpitaux, ces déficits étaient insupportables et qu'il fallait y remédier. Mais incontestablement, il n'y a pas eu suffisamment une prise en compte de cette situation. Et aujourd'hui, ça craque de partout. Je suis frappé par non seulement le nombre de lits fermés, même s'il y a une polémique sur le chiffre, mais sur les démissions, parce que de médecins et évidemment d'infirmiers et d'infirmières, parce que là, il y a une situation difficile. Donc, il faut continuer de recruter. On a fait sauter le numerus clausus avec Marisol Touraine, qui était ma ministre de la Santé. Nous avions déjà élevé ce numerus clausus d'une vingtaine de pourcents, mais c'est vrai, c'est long, il faut former des médecins. Il faut rendre le métier plus attractif, notamment pour les autres personnels. Donc c'est l'augmentation des salaires et c'est les suites du Ségur de la santé. Et on n'échappe pas, de toute façon, y compris pour des questions de qualité de soins et de sécurité, à poursuivre la réorganisation de l'hôpital, plus les soins ambulatoires, plus le fait que ce pays n'a pas suffisamment fait le choix de la prévention. Et c'est la prévention qui nous permet aussi de prévenir les maladies et de faire des économies. Il y a un autre aspect possible des choses, c'est une réorganisation générale des soins en France. Vous avez les régions, par exemple, qui demandent à pouvoir piloter les agences ou copiloter les agences régionales de santé. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Oui, moi je pense que dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'hôpital, même s'il faut un schéma national, il faut des politiques publiques puissantes au niveau de la France, il faut là aussi permettre, me semble-t-il, aux collectivités territoriales, et pour ce qui concerne l'hôpital, ce sont sans doute les régions qui sont financièrement les mieux armées, puis pour avoir une vision d'ensemble avec les grandes régions. Oui, il faut incontestablement, là, cela fait partie, me semble-t-il, des nouvelles compétences, des dévolutions que peuvent assumer les collectivités territoriales. Et donc pour l'hôpital, ça me semble, y compris pour la rénovation, pour la réorganisation, pour la proximité, pour la gestion des territoires qui manquent aujourd'hui d'hôpitaux ou des hôpitaux qui sont obligés de fermer parce qu'il suffit qu'un médecin parte pour qu'un plateau technique ferme. Oui, ce sont les régions. Là, je pense que cela fait partie des nouvelles compétences. Alors, plus généralement, il y a une attente
dans ce pays autour de la décentralisation, de nouvelles compétences données aux régions et aux collectivités. Quel est le regard que vous portez sur la loi dite 3DS, différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification, qui reviendra à l'Assemblée en décembre ? Elle permet là aussi une nouvelle étape en matière de compétences. Je ne crois pas qu'elle règle l'attente des Français notamment. Ça n'est pas la grande loi de décentralisation Non, et surtout ne règle pas la confusion sans doute que vivent beaucoup de nos concitoyens qui ont du mal à s'y retrouver dans ce qu'on appelle le millefeuille. Il y a trop d'échelons. Trop de collectivités, il faudrait... C'est difficile parce qu'à chaque fois qu'on s'attaque à ce sujet-là, il y a forcément une réaction des uns et des autres. Je considère que l'un de nos échecs en 2012, c'est alors que la gauche gouvernait le pays, avait tous les pouvoirs, présidence de l'Assemblée nationale, Sénat et bien sûr la plupart des collectivités territoriales, il n'y a pas une vision d'ensemble qui nous permette de nous attaquer au sujet. Donc je pense que sur les compétences de la santé, nous venons de le dire, sur l'emploi, Pôle emploi, la formation, même si beaucoup a été fait, le développement économique, il faut clarifier les compétences et qui fait quoi. Au fond, les régions, on voit bien, ont la stratégie, l'économie, la santé, les départements, les questions sociales, l'intercommunalité et les communes, la réalité locale. Je ne suis pas sûr que nous soyons obligés de passer par la suppression d'une collectivité, mais une clarification et des compétences nouvelles assumées par les collectivités, oui, incontestablement. Et l'idée de Nicolas Sarkozy, qui était d'avoir un conseiller territorial commun entre le même élu, qui soit à la fois à la région et au département, c'était une bonne idée finalement? J'ai mis en œuvre, je ne veux pas être hypocrite et dans une contradiction permanente, j'ai mis en œuvre la décision du président de la République, annoncée d'ailleurs devant les Français, de ne pas mettre en œuvre le conseiller territorial. Mais moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui, de ce point de vue-là, les Français élisent le fameux binôme au conseil départemental et votent sur des listes régionales. Je ne pense pas que ça soit le problème principal, surtout si nous gardons le même niveau de collectivité territoriale. Toujours dans le rapport au territoire, j'aimerais avoir votre regard ou votre réaction sur la décision du Conseil constitutionnel qui concernait l'apprentissage en immersion des langues régionales. Vous avez l'exemple catalan, vous avez votre expérience. Comment vous avez perçu cette décision et est-ce que c'est un mauvais coup fait au territoire, aux régions ? Je suis désolé de le dire, notamment aux journalistes de Ouest France, que mon expérience, puis j'étais pendant 3 ans à Barcelone, ma réflexion sur aussi les défis du pays et ses déchirures territoriales, les différentes formes de séparatisme qui guettent les pays européens, je généralise, m'ont amené à être au fond, j'ose la provocation, assez jacobin. La France, c'est un vieil État, c'est le plus, avec l'Angleterre, c'est le plus vieil État-nation. La nation française s'est construite à travers l'État qui est sa colonne vertébrale. Et donc, je suis très attentif à tout ce qui pourrait défaire notre pays. Alors, bien sûr, il faut déconcentrer, décentraliser, faire confiance aux acteurs locaux, mais il faut garder cette unité. De ce point de vue-là, la langue est très importante. Autant, je crois, au développement et à la promotion des langues régionales. En revanche, pour ce qui concerne l'enseignement, la colonne vertébrale de l'enseignement, je suis très défavorable à ce qu'on appelle l'immersion. Je ne compare pas les situations espagnoles et françaises, bien évidemment, mais non, là je pense que l'éducation nationale, qui ne va pas bien, et l'apprentissage de la langue, qui pour moi est essentiel, doivent être des priorités. C'est une bonne chose pour un dirigeant politique de haut niveau, qui aspire à l'être, d'aller avoir une expérience en Europe, par exemple, de quelques années avant de revenir en France. Ça fait changer les perspectives ? En tout cas, ça a changé ma vie. Moi, j'en avais besoin. Je me l'ai expliqué dans un livre que j'ai publié il y a quelques mois. J'avais ce besoin de partir pour des raisons personnelles. Mon couple était en train de se défaire. Pour des raisons politiques aussi, parce que dans l'exercice du pouvoir, notamment face au terrorisme, je sentais une forme de fatigue. Parce qu'un monde était en train de se défaire, celui de ma famille politique que je quittais à ce moment-là. Je parlais du Parti socialiste. Donc, je sentais ce besoin de partir. Donc, ça a été une expérience dans la ville où je suis né, il y a bien longtemps, à Barcelone. C'était une expérience fort intéressante, mais surtout, ce que j'ai retenu, c'est que la France me manquait, c'est que j'étais profondément français, c'est que mes valeurs étaient françaises. Donc j'ai eu besoin de ce recul, si cela était nécessaire, pour me sentir encore davantage français. Je vous ramène à l'actualité des territoires. La semaine prochaine, on a un congrès de l'Association des maires de France. Est-ce que vous irez ?
Non, d'abord, je n'ai pas été invité, je ne suis plus... Ça sera peut-être le cas après l'émission. Plus maire, avec C'était un moment, ça a toujours été un moment important. J'étais maire pendant 11 ans, maire d'Évry, comme ministre de l'Intérieur, comme Premier ministre, j'ai assisté à des congrès. On sent au fond, il y a chez chaque Français, et je me sens concerné, quelque chose de rural, de pastoral. Il y a un lien aux territoires qui ont beaucoup évolué. Les métropoles, aujourd'hui, évidemment, sont très importantes. D'ailleurs, c'est bien là le problème, comment les métropoles gèrent ces territoires, et notamment les territoires périurbains ou ruraux qui se sentent décrochés par rapport à la croissance, à la mondialisation ou à l'Europe. C'est là où on sent de la crainte, de l'anxiété par rapport à l'avenir de la part des couches moyennes, en tout cas de ceux qui habitent dans ces territoires. Donc c'est une résonance de ce qui se passe dans le pays, et il faut écouter ceux qui représentent ces 36 000 maires qui sont aussi la sève de notre pays. Alors, c'est une association fondamentale. Vous avez sans doute suivi les tiraillements autour de la succession de François Baroin entre Philippe Laurent et David Lisnard, deux maires qui veulent reprendre la présidence de l'association. Quel regard vous portez sur ce... Bon, il y a une vraie compétition, après notamment la présidence de François Baroin, qui était incontestée et incontestable. Je me mêle plus de cela, d'abord parce que j'ai du recul et puisque je ne suis plus élu local. Mais bon, ça veut dire que c'est une association importante, qui a de la compétition. D'ailleurs, ceux qui sont candidats à la présidence de l'Association des maires de France, je les connais bien et sont des gens de très grande qualité. Moi, je pense de plus en plus que dans le champ républicain, il y a des personnalités, des hommes, des femmes, des maires, des politiques de terrain qui ont des très grandes qualités et qui sont faits pour travailler ensemble. Regardez la liste du maire de Cannes, David Lisnard, avec André Léniel, qui est l'inamovible numéro 2 de l'Association des maires de France, socialiste depuis des années. Tenir cette association à moins de 6 mois de la présidentielle, c'est important, ça peut avoir une grosse influence? Je pense que ça aura une influence pour après, de toute façon, parce que l'association représente tous les maires de France. Mais dans l'écoute, ce qui a manqué au cours de ce quinquennat, notamment dans la première partie des corps intermédiaires des élus locaux, ce sont des associations. C'est une association, celle des élus locaux, des maires, particulièrement important. Manuel Valls, vous auriez des ambitions à nouveau municipales, d'être un élu local? Ça vous plairait? Je ne crois pas, parce que moi, c'est le plus beau des mandats, bien évidemment, alors, celui de la proximité. D'ailleurs, j'aime pas beaucoup l'expression à hauteur de baffe, non, à hauteur de citoyen, et cette proximité. Et puis surtout parce que ce qu'on décide, on le voit se réaliser. Pourquoi non alors? Pourquoi non? Parce que je pense qu'il faut avoir le goût, l'envie, le temps, l'énergie. Mais c'est plus le cas. La volonté de... Non, parce que je l'ai fait déjà, et donc je n'aspire pas à refaire ce que j'ai fait quand j'étais plus jeune. C'était formidable. Place aux autres, on n'est pas irremplaçable, mais évidemment, maire d'Évry, c'était incontestablement pour moi le plus beau des mandats. Voilà, c'est une tradition dans cette émission, un dessin par un dessinateur de Ouest France qui s'appelle Chonu, a une question à vous poser, sous forme de dessin d'ailleurs, on vous donnera le dessin après. On regarde, on écoute Chonu. Monsieur le Premier ministre, si une partie des écoliers a remis le masque pour la rentrée, oula, le Conseil de l'Europe, lui, a retiré illico presto sa campagne de promotion du hijab, le voile, suite à la vague de protestations qu'elle a déclenchée, dont la vôtre. Alors la question que je pose, quelle stratégie adopter pour que la France ne soit plus inaudible dans le monde lorsqu'elle défend son modèle si singulier de république laïque, une et indivisible? C'est une question très juste, parce que c'est vrai que sur ces sujets-là, c'est-à-dire une conception universelle, des valeurs universelles qui sont celles évidemment de la Révolution française, mais de l'égalité entre les femmes et les hommes, la lutte contre les communautarismes, la séparation des églises et de l'État, la France a une voix originale, mais parfois un peu seule. Nous luttons aujourd'hui, il faut bien se rendre compte, contre, non pas l'islamisme seulement, bien évidemment, et cette idéologie mortifère, mais aussi contre ce qu'on appelle la cancel culture, le wokisme, enfin bref, une vision qui nous vient d'Amérique. Il y a 30 ou 40 ans, on parlait de l'impérialisme américain, donc il y a un impérialisme
culturelles qui s'immiscent un peu partout. Donc c'est important que la France réussisse à convaincre en Europe que ces thèses, qui consistent par exemple à nous expliquer qu'une femme voilée c'est la liberté, alors qu'il y a des femmes qui arrachent leur voile en Afghanistan ou en Iran, que le voile c'est un symbole de soumission de la femme, c'est très important de convaincre les autres pays. D'où le fait qu'il fallait stopper cette campagne. Merci Stéphane Vernet de Ouest France, rédacteur en chef délégué. Dans un instant, Denis Caro nous rejoint sur ce plateau pour une nouvelle partie de cette émission. À tout de suite. Une partie consacrée aux questions plus régaliennes. Denis Caro, bonjour, merci. Vous êtes directeur des rédactions du groupe Nice Matin, donc qui inclut aussi Var Matin, bien sûr. Et dans un instant, c'est à vous. Pour l'instant, on va rejoindre Cyril Boutier, qui se trouve donc à Fort-de-France. Cyril Boutier, c'est le directeur des rédactions du groupe France Antilles. Manuel Valls, partenaire de cette émission également, on l'écoute. Bonjour Manuel Valls. En ce 11 novembre, une question à propos des forces armées. Il y a un certain nombre de régiments ou de détachements qui sont stationnés outre-mer. Comment envisagez-vous le rôle qu'ils pourraient avoir en matière de coopération, notamment avec le bassin géographique qui entoure chacun de ces territoires ? Alors pour les Antilles, bien sûr, les Caraïbes, et pour la Guyane, le continent américain. Oui, et d'ailleurs, la France aujourd'hui, à travers la force, la richesse, malgré les défis et les problèmes qu'ils connaissent, mais la force et les richesses de nos territoires et de nos compatriotes ultramarins rayonnent sur les 5 continents. Donc c'est particulièrement important que ces territoires restent prioritaires. Et le rôle des forces armées ou des forces de sécurité, de ce point de vue-là, essentiel. J'ai d'ailleurs, quand j'étais ministre de l'Intérieur, je considérais que nous n'étions pas au niveau, et même s'il y a eu des améliorations, cela ne reste pas au niveau, notamment aux Caraïbes ou en Guyane, dans la lutte contre le trafic de drogue, contre toutes les formes de trafic qui existent et qui sont particulièrement dangereux, et qui sont des trafics qui vont vers l'Europe et qui nous obligent donc à des coopérations régionales bien plus puissantes et à une meilleure présence de nos forces armées, de nos forces de sécurité sur ces territoires, pour protéger nos concitoyens sur place et pour lutter contre ces trafics. Denis Caro. Bonjour Manuel Valls. Bonjour. Il y a 6 ans, la France était frappée par les attentats du 13 novembre. Aujourd'hui, le risque terroriste est toujours aussi élevé. Que doit-on faire de plus ou de différent en matière de lutte contre le terrorisme ? Il faut poursuivre ce qui a été engagé, l'améliorer en permanence. Quand je dis améliorer, c'est améliorer, faire évoluer quand c'est nécessaire notre législation. Évidemment, continuer de donner des moyens à nos forces de sécurité, à nos services de renseignement. Ça c'est ce travail qu'il faut faire. Et nous voyons bien que la menace a changé, a muté pour l'instant, et notamment qu'elle est davantage intérieure, endogène, et que des individus peuvent frapper à tout instant, radicalisés, comme on dit, portés par cette idéologie de mort. Donc il faut être particulièrement vigilant, et je veux saluer évidemment le travail des policiers et des gendarmes. Mais ce qui me semble presque le plus important, et nous venons de le dire d'une certaine manière il y a un instant, c'est de mener la bataille politique, culturelle, philosophique, idéologique contre l'islamisme, contre l'islam politique, contre les frères musulmans, contre les salafistes. C'est ça qui me paraît être essentiel. De ce point de vue-là, le discours du président de la République au Murau en 2020 a marqué un tournant dans le quinquennat, a fait rejoindre les thèses qui étaient les miennes et défendues depuis longtemps sur cette bataille contre l'islamisme et contre la guerre que nous mène l'islam politique, qui est une guerre culturelle et qui est une guerre de civilisation, puisqu'il s'agit pour eux de s'attaquer à ce que nous sommes, nous Français, une grande nation républicaine, laïque, mais aussi une terre chrétienne, juive, une terre marquée par le mélange, mais aussi par l'accomplissement de ces valeurs universelles que j'évoquais il y a un instant. Donc c'est une bataille frontale et il faut la mener partout, à l'école, dans les services sociaux, dans nos territoires. Est-ce que ce terrible épisode du 13 novembre vous a changé ? Vous évoquiez tout à l'heure une forme de fatigue liée notamment au terrorisme. Oui, bien sûr, parce que d'abord, on fait la différence entre ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas, parce que nous vivions à ce moment-là avec le président Hollande, avec Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, avec cette angoisse permanente, pas pour nous, mais pour les Français, de risques terroristes, parce que la menace extérieure était encore plus puissante, puisque les groupes de Daesh étaient mieux organisés, c'était avant la fin du califat, et nous avions déjà cette menace intérieure. Rappelons-nous du terrible attentat de Nice, 14 juillet 2016. Donc oui, ça m'a changé.
changé, ça m'a sans doute endurci, ça m'a marqué de toute façon, oui, bien évidemment, comme cela a marqué les Français. Mais moi, j'y pense en permanence, et je pense d'abord, je le dis à chaque fois, aux victimes, parce que ce sont elles, les familles, les victimes elles-mêmes, qui vivent avec ces attentats. Est-ce que le procès qui a lieu en ce moment apporte, de vos points de vue, les réponses attendues ? Je pense qu'il est indispensable. Il utilise une très belle démonstration, par ailleurs, de ce qu'est un état de droit et du respect du rôle de la justice. Et puis pour les victimes, leurs familles, c'est très important. Et cela participe d'une manière ou d'une autre à la manifestation de la vérité et des faits. C'est Manuel Valls, l'ancien Premier ministre, qui est notre invité en ce 11 novembre dans Face au territoire. Manuel Valls, Laurent Martin de Frémont, qui a rencontré Dylan Meffray de Nice Matin, a une question à vous poser. Ça concerne, vous allez voir, la réponse pénale à l'agression des policiers. Monsieur Valls, bonjour. Les policiers nationaux de l'Hexagone souffrent d'un véritable manque de réponse pénale dès lors qu'ils sont victimes de violences et notamment de violences volontaires sur personnes dépositaires de l'autorité publique. Partagez-vous ce sentiment, monsieur? Et si oui, de votre point de vue, comment y remédier? Bien évidemment que je partage ce sentiment. Les policiers sont en première ligne. Nous l'avons vu il y a encore quelques jours à Cannes face à toutes les formes de menaces, mais aussi au quotidien. Parce que nous vivons dans une époque où la mise en cause de l'autorité, du policier, du gendarme, du sapeur-pompier, celui qui incarne l'autorité à travers l'uniforme, des élus aujourd'hui, mais aussi des parents d'une certaine manière, un affaissement de l'autorité, mais on s'attaque et on passe à l'acte avec une violence inouïe vis-à-vis de ceux qui représentent l'ordre. Vos solutions? Donc, moi, je pense qu'il faut continuer, et il faut, si c'est nécessaire, et je le crois, renforcer les sanctions à l'égard de ceux qui s'attaquent aux forces de l'ordre. S'attaquer à un policier, un gendarme, un soldat, un sapeur-pompier, ou un élu qui représente l'autorité républicaine, s'attaquer mérite une sanction aujourd'hui plus forte. Il y a une véritable dérive depuis le double assassinat de Magnanville. On voit que les policiers sont devenus des cibles au-delà de la réponse pénale, des sanctions. Qu'est-ce qu'on peut faire pour protéger davantage ceux qui nous protègent? Ce sont les équipements aujourd'hui de nos commissariats, de nos brigades de gendarmerie. Regardez à Cannes, le seul fait que les policiers portaient des gilets c'est ce qui les a sauvés. pare-balles, c'est ce qui les a sauvés. L'utilisation des armes, et ça a été fait face à cet agresseur. Non, je pense que il faut que les policiers se sentent soutenus, protégés, je crois que c'est le cas, par les autorités de l'État, par les populations. Autant quand il y a un policier qui dérive, qui commet un acte qui n'a rien à voir avec la déontologie, qui prononce des mots racistes, il doit être sanctionné, autant nous devons être extrêmement fermes, non seulement dans leur protection, mais vis-à-vis de tous ceux qui nous expliquent aujourd'hui, ça vient parfois aussi des États-Unis, mais d'abord de notre sol, que notre police, notre justice sont racistes, ne respectent pas les droits de l'homme. Nous devons être intransigeants dans la défense de notre police républicaine. On a beaucoup parlé des policiers nationaux. Il y a les polices municipales qui se renforcent un peu partout. Il y en a une qui vient d'être créée à Paris. Est-ce qu'on doit renforcer leurs prérogatives et est-ce qu'elles doivent être systématiquement armées? Je le crois. Quand j'étais maire, j'ai organisé une police municipale. On la comparait beaucoup avec celle de Nice. On comparait celle de Nice avec celle d'Évry, avec de la vidéosurveillance, des moyens importants, une police municipale armée. Je pense que d'ailleurs, dans les évolutions des compétences, pour tout ce qui concerne la proximité, moi je crois important que progressivement nous ayons des polices municipales dans toutes les villes de plus de 10 000 ou plus de 20 000 habitants, mais avec les moyens d'une police. Et un policier aujourd'hui doit être protégé et doit être armés. D'ailleurs, les policiers municipaux, on ne le dit pas suffisamment, sont particulièrement bien formés. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a demandé hier au préfet de renforcer la sécurité autour des élus locaux et des parlementaires. On voit que les agressions se multiplient. Comment vous analysez cette dérive? C'est cette mise en cause que je viens d'évoquer de l'autorité. Hannah Arendt, grande philosophe, il y a bien longtemps, avait déjà évoqué la mise en cause de l'autorité. Ce sont des évolutions de nos sociétés, c'est bien trop long à expliquer, mais cette mise en cause de l'autorité, c'est peut-être aujourd'hui ce qui m'inquiète le plus. Donc le rôle des responsables politiques, donc c'est le climat aujourd'hui peut-être de notre campagne électorale que je veux évoquer, nécessite, me semble-t-il, de gouverner autrement,
de faire respecter davantage cette autorité. Nos comportements individuels et collectifs, je parle des responsables publics, doivent être à la hauteur de ce que demandent nos concitoyens. Mais le respect de l'autorité républicaine et du rôle de chacun, d'une certaine manière, trop souvent le politique a oublié qu'il avait une mission importante, qui était de représenter le peuple. Il a voulu parfois se mettre à la hauteur de tout le monde. Non, un responsable politique n'est pas tout à fait normal. Il représente le peuple, il est sous le mandat du peuple, mais du coup, d'une certaine manière, son rôle est sacré. Justement, sur les hauts responsables politiques, vous avez évoqué lors des entretiens de Nice organisés il y a 3 semaines par Nice Matin, vous avez regretté qu'on ne fasse pas davantage appel à l'expérience et aux compétences des anciens présidents de la République. Comment est-ce qu'on pourrait les utiliser ? Attendez, je vais compléter la question. Appel aux compétences des anciens premiers ministres. Oui, mais ils sont bien plus nombreux alors que les anciens présidents de la République. Vous serez d'ailleurs dans quelques minutes aux cérémonies du 11 novembre. Absolument, et c'est important, puisque c'est le rappel, c'est le symbole de ceux qui ont sacrifié leur vie pour notre liberté. Oui, pourquoi vous savez... Pourquoi on ne vous utilise pas plus ? Avec l'expérience, parlons des présidents de la République. Moi, je suis de ceux qui considèrent que, par exemple, Nicolas Sarkozy a bien fait les choses face à la crise financière de 2008. Qu'évidemment, le président de la République, François Hollande, a tenu bon, et nous avons tenu bon avec lui face au terrorisme, que Emmanuel Macron a pris des décisions difficiles et courageuses face à la crise sanitaire. J'en ai un peu assez de ces débats qui consistent à démolir en permanence les uns et les autres. Je regrette même d'une certaine manière le sort qui est réservé à Nicolas Sarkozy dans les affaires de justice. Et je pense que leur expérience, et je réponds à votre question, notre expérience, ça ne veut pas dire forcément à des fonctions, mais doit être utile. Au fond, en 2017, on a assisté à une espèce de nouveau monde, non ? Qui devait tout changer. On voit que c'est plus compliqué que cela. Et on a besoin des uns et des autres. Et moi, je suis très favorable à ce que mon ami Jacques Julliard, grand écrivain, grand intellectuel de gauche, écrivait il y a quelques jours dans les pages du Figaro. Nous avons besoin d'une forme d'union sacrée pour résoudre les problèmes industriels, de l'immigration, les problèmes de santé que nous avons, pour une nouvelle étape de la décentralisation, pour gouverner autrement. Je pense que nous avons besoin non pas du parti unique du président de la République, mais d'une union beaucoup plus large qui fasse appel à des coalitions, à des hommes et des femmes qui ont de l'expérience, mais n'y voyez pas uniquement un plaidoyer pro-domo. Et on n'a pas besoin nécessairement d'un Premier ministre ? C'est un débat sur nos propres institutions, mais on voit bien que là aussi, je pense qu'il faudra mener ce débat sur les institutions. Et si un jour on supprime le poste de Premier ministre, ça veut dire qu'il faut un rééquilibrage, il faut des changements très profonds de notre Constitution qui donnent davantage de pouvoir de contrôle au Parlement. Manuel Valls, c'est notre invité ce matin, l'ancien Premier ministre en ce 11 novembre. Manuel Valls, Daniel Duigou, qui est prêtre, journaliste, psychanalyste, qui vient d'ailleurs de sortir un livre, 7 jours au désert aux éditions Salvator. Daniel Duigou, qui est retiré dans un ermitage à Ouarzazate au Maroc, était de passage à Paris. Il a une question à vous poser à propos de l'Église et ce qui s'y passe. Manuel Valls. La société de demain se transforme au point que nous ne pouvons pas savoir ce qu'elle sera demain. Il y a la nécessité d'inventer une nouvelle société. L'Église de France, qui est partenaire de la société, vient de recevoir un coup terrible avec le rapport Sauvé. Pensez-vous qu'elle a encore un avenir, une parole pour construire l'avenir de demain ? Vous avez été ministre des cultes, je le rappelle. Oui, ou des relations avec les cultes, et en même temps, je suis... Comme ministre de l'Intérieur, bien sûr. Exactement, et je suis très, très, très respectueux de la séparation du pouvoir et du rôle, évidemment, des cultes. Mais je pense que l'être humain est ce qu'il est. Il a besoin d'une forme de sacré, une forme de transcendance. Nous vivons avec l'idée que nous allons mourir. Et en même temps, la vie est magnifique. Donc nous avons besoin de philosophes. Nous avons besoin d'être dans une société où on puisse croire, ne pas croire. Il y a des cultes, il y a des églises. Et l'Église de France, mais l'Église en général, je parle de l'Église catholique, se trouve face à un défi tout à fait considérable. Et elle est quand même l'une des rares églises à avoir fait ce travail nécessaire, indispensable par rapport aux victimes des prêtres pédophiles, grâce à la commission Sauvé, d'avoir fait ce travail d'introspection. Mais maintenant, on lui demande, à tous les niveaux, par rapport aux victimes, et par rapport à ce qui peut se passer encore aujourd'hui. Vous savez, des choses qui m'avaient le plus choqué, d'abord, ce sont évidemment les déclarations scandaleuses du cardinal Barbarin. Je n'ai pas toujours compris pourquoi il n'a pas démissionné immédiatement, mais c'est que des prêtres qui avaient été mis en cause et étaient envoyés ensuite
pour les éloigner en Afrique. Et ça, je parle à TV5, et ça pour moi c'était un scandale effrayant, et que l'Église étant tardée, peut la mettre en cause, peut la mettre en question. En Espagne, il n'y a pas eu de rapport Sauvé. L'Église espagnole a semblé vouloir mettre sous le boisseau de ces problèmes-là. Est-ce que vous l'aviez perçu quand vous étiez en Oui, Espagne? bien sûr. En Espagne, en Italie aussi, mais en Espagne, j'avais été frappé par le fait que on avait l'impression que ces phénomènes s'étaient arrêtés aux Pyrénées, alors que l'Église espagnole, je ne veux pas porter d'accusation générale, mais par exemple, a une emprise bien plus importante qu'en France sur les enfants à travers l'école. Elle a beaucoup de pouvoir, beaucoup de moyens, beaucoup d'institutions éducatives sous sa responsabilité. Donc ce travail doit être fait, sinon, les institutions, vous savez, elles sont périssables, elles peuvent mourir. Manuel Valls est notre invité ce matin. Merci Denis Caro. Dans un instant, Démez Korkmaz de TV5 Monde sur ce plateau. Démet, c'est à vous. Bonjour Manuel Valls. La situation à la frontière entre le Bélarus et la Pologne ne cesse de se tendre. Minsk appuie là où ça fait mal. De fait, l'Union européenne est incapable de s'entendre sur une politique commune de l'asile. Quelle est votre position là-dessus? Est-ce qu'il faut une politique commune de l'immigration? Il faut en tout cas que nos frontières soient protégées. Je parlais de nos frontières communes, des frontières de l'Union européenne, au-delà de la crise avec ce régime qui est un régime totalitaire, qui est déjà sanctionné par l'Union européenne, qui agit en plus derrière avec le soutien de Vladimir Poutine. Au fond, et qui agit de la manière la pire, là, cette fois-ci. Il ne s'agit plus non seulement de la répression de ses opposants, mais on utilise les migrants, il y a beaucoup d'Afghans, mais pas seulement, pour mettre une pression sur l'Union européenne. Donc il faut être intransigeant vis-à-vis de la Biélorussie comme de la Russie, et il faut aider, comme nous l'avons fait avec les pays baltes il y a quelques mois, aujourd'hui la Pologne, face à cette pression migratoire. Mais la Pologne réclame un mur, réclame des barbelés. La Pologne réclame que Frontex ne soit plus là seulement à être juste un observateur, mais aussi à refouler. Je suis favorable à un renforcement très net des moyens donnés au pays, et donc aussi aux moyens communs de l'Union européenne, pour que nos frontières communes, à l'Est comme au Sud, soient davantage protégées. Je pense que... Mais protégées, ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire qu'on ne peut plus passer. Ça veut dire qu'on ne peut plus passer. Ça veut dire qu'on fait comme la Pologne? Ça veut dire qu'il faudra faire d'une manière ou d'une autre comme la Pologne. Enfin écoutez, moi je pense qu'on a besoin d'un vrai débat, j'allais dire serein, avec de la méthode. Je reconnais que c'est difficile et que c'est un peu idéaliste sur la question migratoire, sur quel type d'immigration nous avons besoin, quel type de société voulons-nous. Et donc à partir de ce moment-là, je pense qu'il faut une pause sur nos politiques migratoires, qu'il faut tout remettre à plat. C'est vrai pour le regroupement familial, c'est vrai pour les mariages, c'est vrai pour l'accueil de l'immigration du travail. Et donc il faut que nos frontières communes soient davantage protégées. Sinon, il n'y aura pas d'Europe. Sinon, le projet européen tombera de lui-même. Le projet européen passe aussi par une défense. Emmanuel Macron va organiser un sommet de la défense. À partir de janvier, la France prend la présidence tournante de l'Union européenne. Est-ce qu'il faut aussi une Europe de la défense? Je pense qu'il faut des moyens communs en matière de défense. Je reste sceptique, même si ce débat est tout à fait passionnant, parce que pour le moment et jusqu'à maintenant, c'est la France, parce que nous avons une armée capable de nous projeter sur différents continents, parce que nous avons l'arme nucléaire, la dissuasion nucléaire, parce que nous avons une vision de notre rôle dans le monde, parce que c'est nous donc qui assumons davantage les responsabilités, parce que nous sommes membres permanents du Conseil de sécurité. Mais parce que nous assumons ces responsabilités, nous sommes en capacité, en devoir de demander aux autres pays davantage de solidarité et d'intervention. Et puis, en effet, d'avoir une industrie, du matériel commun, des missions communes. C'est ça, à mon avis, l'étape indispensable qu'il faut accomplir. Démet Korkmaz, dernière question. Une dernière question, toujours sur cette présidence tournante. Est-ce que vous pensez que sans Angela Merkel, Emmanuel Macron est capable de fédérer ou d'incarner cette Europe qui est un peu en crise existentielle? Oui, incontestablement. Et puis bon, c'est la démocratie. Les dirigeants passent, même si la longévité d'Angela Merkel a été tout à fait remarquable. Mais je pense que ce qu'on appelle le couple franco-allemand, quoi qu'il arrive, fonctionnera.
Sans les autres, nous ne pouvons rien. Je pense notamment aux pays fondateurs, aux pays du Sud, l'Italie et l'Espagne, qui doivent jouer un rôle tout à fait important. Mais sans l'Allemagne et la France, l'Europe ne peut pas aller de l'avant. Donc cette coopération, ce travail, avec des leaderships, bien évidemment, et le président français, quel qu'il soit, doit exercer ce leadership. Et le discours d'Emmanuel Macron, il y a maintenant 4 ans à la Sorbonne, avait marqué les esprits et reste, à mon avis, une des feuilles de route. Mais l'Europe, elle doit être davantage protégée, souveraine. Je crois que c'est ça le mandat qui est donné aux dirigeants européens pour les années qui viennent. Manuel Valls, est-ce que vous auriez la tentation, on vous a entendu sur les questions régaliennes tout à l'heure, toujours très présent, dynamique, énergique, de revenir au gouvernement? Alors, attendez. Pas comme ministre des Affaires étrangères, comme l'ont été les anciens premiers ministres, mais comme ministre de l'Intérieur. Est-ce que ça vous plairait? Est-ce que l'idée vous plairait? Même si vous ne pouvez pas faire de réponse, évidemment, compte tenu du contexte politique. Non, et puis parce que je ne suis pas en situation, et puis parce que personne, à part vous, et je vous en remercie, mais si ça arrivait... de le demande. Mais moi, servir mon pays, assumer des responsabilités, après ça dépend comment, avec qui et dans quelles conditions, mais bien évidemment, parce que j'ai l'énergie, j'ai le goût, et parce que je pense que sur ces sujets-là, on a évoqué la lutte contre l'islamisme, contre le terrorisme, les questions de sécurité, parce que j'ai eu raison, ou la montée de l'antisémitisme, j'ai eu raison avant d'autres. Donc oui, parce que je pense que j'ai toujours une énergie et des idées claires sur ce sujet-là, je suis prêt à servir, mais je peux le faire de différentes manières, dans l'action ou dans le commentaire. Merci Manuel Valls, ancien Premier ministre, et puis bonne cérémonie du 11 novembre, dans quelques minutes, vous serez aux côtés du Président de la République et des autres anciens Premiers ministres sur les Champs-Élysées. Merci Demet Korkmaz, on se retrouve jeudi prochain en direct sur TV5 Monde. Merci à tous, bonne journée.